Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 2 octobre 2010. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, retour sur l'actualité de la santé. Il y a ces derniers jours, donc on parle beaucoup du paludisme. Dr Fethi Benachnou reviendra sur cette actualité. Donc, comment prendre en charge cette pathologie, mais surtout, quelles sont les mesures préventives à prendre. Ce matin, nous parlerons également des personnes âgées, puisque hier, le 1er octobre, c'était la journée mondiale donc des personnes âgées. Alors, quelle est l'importance de la gériatrie et les auxiliaires de vie? Alors, les habitants de Delhi se sont organisés en collectif afin de prendre en charge la ville et de préserver aussi son patrimoine matériel et immatériel. Retour ce matin sur les actions de nettoyage de la Casbah de Delhi et des plages de Delhi. Kenzan Chal sera parmi nous ce matin aussi pour l'actualité associative. Nous terminerons l'émission en musique, mais avant cela, donc voici un petit peu le menu de ce matin. Mais avant cela, pause musicale avec donc en compagnie de Daniel Guichard qui lui nous interprète. Ah non, pardon. Avant cela, les nouvelles du ciel. Allez, les nouvelles du ciel. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Docteur. Voilà, finalement, c'est Dr Fethi Benachnou qui est en face de moi. Je suis tellement pressée de le recevoir pour revenir sur cette actualité. Oui, oui, docteur. Vous allez être parmi nous dans quelques minutes. Voilà, Mina, j'ai failli vous zapper ce matin. J'ai failli zapper toutes les personnes qui vont faire un programme cette journée en fonction de la météo, finalement. Ah ben voilà, je la donne plus, ça y est, c'est bon. Je suis vexée. Je la donne plus. Allez, je me suis rattrapée quand même, Mina. À la dernière minute, je me suis rattrapée. Allez, je vous pardonne. Alors aujourd'hui, quand même, il faisait très beau. On a eu un beau soleil, par contre il faisait frais. Il y a eu beaucoup de vent aussi, je ne sais pas si vous l'avez senti, oui. Oui, effectivement, déjà tout au long de la nuit, et ce matin il faisait quand même un petit peu frais. Un petit peu frais, voilà. Oui. Donc finalement l'automne s'installe. Commence à s'installer, voilà, progressivement, petit à petit. On ressent quand même la présence de la saison. Ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Et donc, un peu plus de détails. Un peu plus de détails tout de suite. Alors un ciel voilé tout au long de cette journée, à l'ouest, au centre et à l'est du pays, avec des vents assez fort, jusqu'à 50, parfois même 60 km/h, notamment à l'ouest et au centre. Sur les régions sahariennes, un ciel dégagé. Sur le Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental, l'extrême sud, on notera 2 fréquences sous la de sable. Sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara et les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 33 degrés à Alger, 34 à Tizi Ouzou, 32 degrés à Annaba, 29 du côté d'Oran. On notera 39 degrés à Ghardaya, 36 à Béchar, 38 degrés à Tindo, 43 degrés à Salah et enfin 44 degrés. Ce sera la maximale à Adarar. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme à l'est du pays, très agitée en revanche à l'ouest et au centre avec des vents entre 40 et 70 km/h en journée, des vents de sud-ouest à sud-ouest. On passe tout de suite à l'Asie pour aujourd'hui. Eh bien, un ciel couvert avec des pluies assez marquées, notamment à Jakarta, Singapour ou encore Bangkok, Manille. Un ciel plutôt dégagé à Hong Kong, Tokyo, Pékin. Côté Mercure, on relèvera 37 degrés à New Delhi, 29 à Colombo, 32 degrés à Bangkok, 30 à Singapour, 33 degrés à Jakarta, 31 à Manille, 30 degrés à Hong Kong, 22 à Pékin et enfin 25 degrés à Tokyo. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Je suis très contente que les téléspectateurs nous regardent, sinon Mina m'aurait puni ce matin en ne pas donnant la météo. Voilà. Donc finalement, on va revoir les températures à la hausse. Finalement, on va revenir à ces températures. Généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, généralement le mois d'octobre, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un peu comme le printemps finalement. C'est un petit peu les saisons de transition. Les débuts, c'est toujours comme ça, c'est toujours instable, mais après ça va. Ça s'installe. Voilà. Merci beaucoup Mina. On vous retrouvera tout à l'heure, donc juste après le midi, le journal du midi. Oui. Voilà, et puis demain. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Mina, excellente journée. Et voilà, donc retour à la pause musicale que je vais annoncer juste avant. Donc en compagnie de Daniel Guichard, Mon Vieux, et on se retrouve juste après. Dans son vieux par-dessus râpé,
Il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin. Non, finalement, finalement, voilà, vous avez vu, docteur, je vous ai dit que la chanson ne vous était pas adressée. Vous pouvez nous rejoindre. Hein. Voilà, vous pouvez nous rejoindre. Allez, allez prête la chanson, on va l'écouter ensemble. En attendant... Bonjour docteur. Bonjour, Sabah al-Khair. Ça va, vous allez bien? Après une chanson de mon vieux Guichard, on peut être que mieux. On ne peut être que mieux. Vous étiez en train de chanter avec lui? Comment? Vous étiez en train de chanter avec lui? Oui, c'est un classique des classiques. C'est un classique, attention. Oui. Et moi, j'aime... Elle reste exceptionnelle quand même, la chanson française. Hein? Oui, j'aime les textes. Je crois qu'il faut comprendre ces textes. C'est pas le fait d'avoir un appareil ou d'avoir un truc électronique, on voit des gens avec des lumières bleues. D'accord, tout ça. Mais c'est le texte. La chanson doit véhiculer un texte. Et même, attention, il y a un monde à découvrir aussi. La chanson de prononciation anglaise, de langue anglaise. Oui. Purée, les textes qu'il y a. Les gens disent... mais il faut voir les textes. Il faut voir les textes, effectivement. Il faut essayer de comprendre ce qui se dit. C'est très profond. C'est profond. Et puis, il y a toute l'expression aussi du visage, l'expression corporelle qui va avec. C'est de vivre la chanson. Exactement, c'est de vivre la chanson. D'ailleurs, les textes de beaucoup de chansons, bon, je ne remonte pas pour faire classique à Paul Éluard, qui déclame son amour pour Elsa, tout ça d'une façon merveilleuse. Mais actuellement, le programme de littérature dans les lycées à l'étranger comporte des textes de chansons, de chansons modernes ou pas. Et même, attention, même, par exemple, prenez Bruce Springsteen, c'est quelqu'un d'actuel, de moderne.
Alors, écoutez ces paroles, mais c'est quelque chose. La dernière fois, nous avons reçu notre chroniqueur Djawdet Gsouma qui est revenu, lui, sur, par exemple, sur les anciens sujets de bac algériens, les anciens sujets de bac de langue française. Et donc, il est revenu sur ça. Donc, il y a des sujets de bac qui reprennent carrément des textes comme ça, de chansons, des textes aussi de romans, de livres. Et même en langue arabe. Même en langue arabe, même en langue arabe, c'est très... Mais non, je ne sais pas. Bon. Et au fait, pourquoi on ne publie pas les sujets du baccalauréat, des examens? Ils sont publiés en forme d'annales. Oui, ils sont publiés en forme d'annales généralement pour ceux donc, qui passent le bac et qui veulent réviser, qui veulent donc se soutenir avec les annales. Voilà. Mais sinon, docteur, revenons un petit peu sur l'actualité de la santé. Et alors, il faut dire que c'est une maladie qui existe depuis quand même quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années peut-être. Pas une centaine. Quelques centaines d'années. Qui a été découverte, l'agent causal a été découvert en Algérie, en 1800 et quelques. Voilà. À Constantine. Voilà. Et donc, que l'Algérie, c'est quelque chose au point de vue, c'est pas rien du tout. Je vous rejoins dans ça. Je vous rejoins à 100% dans cela. Et là, donc, il y a un retour quand même, il y a un éclatement finalement de cette maladie. Il y a quelques jours de cela, il s'agit du paludisme. Ouais. Donc, on en parle toujours, mais cette fois-ci, ça fait vraiment l'actualité de la santé, puisqu'il y a eu quand même un éclatement, une explosion de cas en Algérie, dans le sud algérien particulièrement. J'ouvre une parenthèse. Je voulais aujourd'hui faire de la provoque vis-à-vis des femmes. D'accord. Oui, effectivement. Parce que c'est le mois rose, le mois du cancer du sein. Moi, je voulais venir aujourd'hui parler de la prostate. C'est assez sérieux. Hein. C'est pas de la provoque gratuite. Mais l'actualité oblige. De toute façon, nous avons un mois aussi pour parler, parce que c'est le mois. Donc, nous aurons tout le mois pour parler. Mais entre-temps, il y a quand même des actualités qu'on doit... Vous avez très bien présenté le sujet d'aujourd'hui et surtout vous insistez sur l'actualité. Il est essentiel de communiquer à la population, de transmettre à la population l'actualité médicale, l'actualité sanitaire, l'actualité de santé publique. Je retire l'actualité médicale. Médicale, c'est pour les professionnels. Ils ont leurs canaux, les revues, quoi que là. Mais il faut communiquer à la population l'actualité de santé publique. Et là, je suis d'accord, entièrement d'accord. Vous avez très bien situé le problème. Alors justement, docteur, pour cette actualité donc, sanitaire, alors on l'a dit, c'est une maladie qui existe, qui a de tout temps existé. Mais là, quand même, on assiste à un éclatement de cas. Donc finalement, qu'est-ce qui a fait que cette maladie revienne comme ça en force et elle s'installe comme ça avec des cas quand même assez importants? Dans le jargon médical, on parle d'explosion des cas, ce qui n'est pas le cas actuellement. Hein. Voilà. Explosion de cas. C'est-à-dire explosion de cas comparée à ce qui était avant. Par exemple, la pandémie de Covid-19, c'est une explosion de cas, une extension de cas. Là, c'est là où communiquer, faire une éducation sanitaire de la population est très importante. Et d'urgence. Et d'urgence, et surtout éviter la panique. Actuellement, dans notre société, c'est pas de leur faute, moi je suis d'accord avec la population, dès qu'ils entendent un problème médical, de santé, ils ont peur. Pourquoi? Moi-même, je réagirais comme ça. J'ai toujours peur de quelque chose que je ne connais pas. C'est ça. Il y a une panique lorsqu'on est surpris par quelque chose. Mais s'il y a une éducation, une préparation, je ne suis pas surpris, je me prépare. J'ai intégré ça, je ne panique pas, je me prépare à recevoir des informations, à recevoir. Le paludisme n'est pas étranger à l'Algérie. Non, on l'a très bien géré. Ce type d'épidémie, ce type de maladie, qui sont causés par un facteur, on va le dire, c'est les moustiques. C'est comme la tuberculose, c'est comme... on sait ce que c'est, on est outillé. Et là, je reviens à dire que notre système de santé national est excellent. Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Quand on l'a délaissé, quand on l'a agressé pour l'hospitalocentrisme, on se retrouve les mains vides. Non. Le paludisme, c'est très simple. Il ne faut pas dire malaria, parce que le nom a changé. Le paludisme, ça, il est lié, il est transmis par des moustiques. Attention,
Je ne dis pas le moustique commun qui nous pique. Il ne faut pas, parce que les gens vont dire c'est des moustiques, ils vont faire des stocks de pastilles, de pêche-pêche là, tout ça. Non, c'est un type de moustique. Ce qui va aggraver finalement encore plus les choses. Les causes, il va y avoir des gens qui ont des problèmes. Après, on va s'exposer encore une fois à des produits chimiques. Voilà, ça c'est important. Le fait que, comme les virus sont une grande famille, c'est comme les humains. Les moustiques, il y en a à plein tube, si vous voulez. Et chacun, celle qui transmet le paludisme, c'est-à-dire pas qui transmet, qui transporte le virus qui transmet. Parce que les virus ont besoin de moyens de transport. Le Covid, c'est l'être humain qui le transporte. Voilà. Et ça, je crois que c'est le moustique tigre, ça c'est le chikungunya. Vous voyez qu'il y a d'autres maladies. Et l'anophèle, c'est la femme, c'est la femelle qui transmet. Et on dit qu'ils sont hématophages, les moustiques sont hématophages, ils se nourrissent de sang. C'est pour ça qu'ils viennent nous piquer. Quand cette anophèle, qui a besoin de sang pour se nourrir et surtout la fécondation, pour se reproduire, elle a besoin de sang. Quand elle vient piquer, sucer un malade dont le sang est infesté par le virus du paludisme, elle va prendre ce sang et lorsqu'elle va piquer un autre être humain, elle va lui injecter ce sang pollué par le virus du paludisme et c'est comme ça que ça se... Entre parenthèses, le paludisme est une catastrophe pour l'Afrique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Il y a de gros problèmes de décès d'enfants atteints par le paludisme. D'ailleurs, les programmes de lutte de l'OMS comportent 3 pathologies. Vous avez le paludisme, la tuberculose et le sida. C'est un programme, et d'ailleurs chez nous, je ne comprends pas pourquoi on ne parle que du sida. Vous voyez comment, quand il n'y a pas d'information, il y a la pathologie qui est relayée. C'est vrai, à notre niveau, nous avons asséché les sources du paludisme. Mais il ne faut pas oublier que les choses évoluent, que vous avez le réchauffement climatique. Pour vivre, tout être sur Terre, pas tout être humain, tout être créé sur Terre a besoin de conditions minimales pour vivre. Parmi elles, la température. Notre température dans le nord, elle était agréable, qui ne permettait pas au virus, aux moustiques de paludisme de vivre, mais avec le réchauffement climatique. On est en train de lui dérouler le tapis, on lui dit « Viens, tu peux vivre ici, il n'y a pas de problème. Voilà. » Pour l'anecdote, on a retrouvé l'anophèle en Italie. Alors vous voyez voilà, la migration quand même, elle commence à devenir beaucoup plus importante que ce qu'elle était avant. Beaucoup plus importante, et une chose, un progrès, il a son revers, c'est les transports, transports aériens, parce que ces moustiques se cachent dans votre sac, se cachent dans la soude, se cachent dans les... Il y a beaucoup de trucs, et maintenant, il faut faire attention, on commerce avec l'Afrique à partir de camions, par route. Donc les camions, il faut faire attention, il faut former les chauffeurs. Vous voyez, par exemple, pour les chauffeurs, pour les responsables des transports, il faut qu'ils soient très stricts. Et alors, chez nous, un autre point, chez nous en Algérie, depuis presque 50 ans, on a ce qu'on appelle le carnet de vaccination international. Je me souviens, on était jeunes quand on voyageait, on devait avoir ce carnet jaune qui existe dans notre pays. Je crois que ceci est grâce au système national de santé qu'on décrit tant, et je crois qu'il faut être très strict dans son application. Alors justement, docteur, pour revenir encore une fois à cette maladie, alors quels sont les symptômes qui devraient nous alerter? Classique. Classique de classique. C'est une température. Une température particulière, tout ça. Ce qu'il faut dire à la population, quand on a une température, si on a voyagé, si on a reçu quelqu'un, si on a été dans le sud, si on a été, et qu'on développe une petite température. D'ailleurs, on s'est prémuni contre le choléra. Les autorités algériennes sont... Souvenez-vous des Durman, quand on est allé... On a exigé
on a exigé des supporters et l'équipe nationale, elle est suivie médicalement, de prendre des médicaments contre le palu. Et là, souvenez-vous, on a donné des traitements individuels parce qu'il faut se prévenir avant le voyage, pendant le voyage et au retour du voyage, avec la fameuse chloroquine. Ah, d'accord. Quoique maintenant, il y a de nouveaux médicaments. Mais vous voyez que c'est une préoccupation. Nous avons des structures, par exemple le CEMEP, le service d'épidémiologie, de médecine préventive, on connaît ça. Nous avons l'Institut Pasteur. Nous sommes outillés, nous sommes habitués, ça peut pas. Et une chose qui est importante, en Afrique, il y a la saison des pluies. Et les moustiques vont proliférer, chaleur, et ils vont pondre dans les flaques d'eau. Ce qui fait qu'il va y avoir une augmentation. C'est là où moi j'insiste, Inch'Allah, sur la notion de sécurité sanitaire. Il faut avoir des informations. C'est très important. C'est comme l'armée ou un truc comme ça. Il faut avoir des informations. Voilà. Alors, le sud algérien, sachant que... Alors là, il faut aller plus loin, ne pas attendre qu'il y ait des cas, c'est savoir que dans les pays limitrophes, il y a des cas. Par exemple, les ambassades, il devrait y avoir quelqu'un... C'est un travail préventif, finalement. Préventif, signaler, attention, il y a un début de cas, ce qui fait que... C'est anticipé, finalement. Voilà, et je salue sincèrement mes collègues qui travaillent dans le sud, qui font face à ils font un travail excellent, c'est important. Alors justement, docteur, donc, quelle est la prise en charge des personnes qui sont donc atteintes de Premièrement, diagnostiquer ça, ne pas paniquer, diagnostiquer. Il y a des structures hospitalières. Je vous donne l'histoire. Nous avions un hôpital spécifique pour les maladies infectieuses. C'était l'hôpital Qatar. Il est toujours. Il est toujours. Non, mais historiquement. Il remplit toujours cette mission. Toujours cette mission. Historiquement, c'est là-bas qu'on a emmené les gars du palu et tout ça. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs au début du Covid. Donc, bien sûr, c'est des techniques, c'est c'est une spécialité finalement. Et tenez-vous bien, souvenez-vous, je ne sais pas, vous êtes trop jeune pour ça. Il y avait à l'époque nos mamans et nos grands-mères, tout ça, mettaient de grandes bassines en fer et qu'elles faisaient bouillir et elles mettaient des branches d'eucalyptus. Tel qu'Elitus en algérien. C'était une manière de lutter parce que quand même il y avait des cas locaux. Et justement, la lutte contre le paludisme en Algérie a commencé en 1968. Et là, on va voir un graphisme qui montre un petit peu les efforts qui ont été déployés par l'Algérie. Et voilà. Pour éradiquer le paludisme. Voilà, donc ça a commencé déjà. C'est en 1968, campagne nationale de lutte donc, contre le paludisme. Donc ça remonte quand même de juste après l'indépendance, mine de rien. Donc la lutte a commencé. Donc c'est ce que vous disiez d'ailleurs, docteur. Donc c'est une maladie que l'Algérie connaît. Elle a déjà fait face à cette ces épidémies infectieuses. Ça c'est important. Et dans le sens où on doit revenir à l'échelon mondial, ils disent que les maladies transmissibles, les maladies infectieuses, les maladies dues aux virus, aux bactéries, aux moustiques, je crois que c'est là où il faut mettre le paquet. Voilà. C'est pas d'acheter un appareil ultra moderne, non. Je crois que c'est dans notre mode de vie, assécher les points d'eau. Vous savez qu'on a trouvé des moustiques, comment on appelle ça, la sous-tasse d'un pot. Et un pot de fleurs comme on le pose sous une assiette, je ne sais pas comment on appelle ça. Et c'est là où on a trouvé des œufs de moustiques. Ça, c'est important. Alors, oui, parce qu'on sait, les moustiques donc, se prolifèrent dans ce genre de flaque d'eau comme ça, de l'eau. C'est là où ils pondent ou elles pondent. Oui. Ça, c'est important. Une chose, et là, j'aimerais que les autorités responsables, je crois que c'est communal, ou de la wilaya, communal, beaucoup plus communal, il y a, quand on a construit certains immeubles, on ne les posait pas carrément sur le sol, on mettait ce qu'on appelait un vide sanitaire. En urgence, s'il vous plaît, ces vides sanitaires d'eau usée sont pleins, c'est des piscines. Voilà. Je crois qu'il faut agir sur ça parce que c'est des nids
à infection. Et alors justement, docteur, donc là, il y a beaucoup d'actions qui se font un petit peu sur terrain, encore une fois, pour lutter contre cette maladie. Mais quels sont les conseils que vous donneriez donc aux citoyens pour prévenir le paludisme? Oui, vraiment, hein, le paludisme n'existe pas en Algérie. Oui. Je m'explique, hein, parce qu'ils vont dire, les gars du Sud, tout ça. Je crois que maintenant, se déplacer, voyager, en Afrique ou dans certains pays, je crois qu'il faut prendre ses précautions. Je crois qu'il faut avoir et appliquer, être à jour dans son carnet de vaccination. Je dois, par exemple, il faut transmettre une information aux chauffeurs routiers, les camionneurs, et Dieu sait s'ils sont importants et je les salue. Les chauffeurs routiers, je crois qu'eux aussi doivent être soumis à un carnet de vaccination et une sorte de formation. Ça, c'est important, les prévenir et toutes ces choses-là. Et surtout, ne pas paniquer. Moi, ne pas paniquer. Pas dans le genre de panique. Dès qu'on entend, moi, il se pourrait qu'il y ait des cas de coucoudonia, de je ne sais quelle cochonnerie, à chaque fois je dis ça, mais c'est normal, il y a des trucs à prendre, et je crois que évitez autour de vous les flaques d'eau, les accumulations d'eau usée. Effectivement. Alors, docteur, on va clôturer sur un point très important. Alors, on a un petit peu tendance, quand il y a comme ça une mode ou une nouvelle actualité, on a tendance à oublier aussi les actualités qui sont autour. Donc, alors, il faut qu'on rappelle aussi que le Covid-19 est toujours là, que le coronavirus est toujours là et que ces 2 derniers jours, il y a eu quand même quelques cas qui ont enfin, j'ai envie de dire, il y a une augmentation de quelques cas en Algérie. On parle d'une deuxième vague, encore une fois, dans le monde. Alors, on va rappeler très rapidement, encore une fois, les mesures préventives et surtout sensibiliser les gens que le coronavirus est toujours là. Comme vous avez présenté le sujet, moi je le dis, et on dit, docteur Benachnou est alarmiste. Ma'lish. J'évite, mais je suis alarmiste, mais que les gens soient sauvés. Pour la bonne cause. Bien sûr, mon but, c'est pas d'être alarmiste, il ne faut pas être... De sensibiliser, encore une fois. Je crois qu'il faut intégrer dans sa tête 2 choses très importantes. Le virus sera là et pour longtemps, pas uniquement en Algérie, dans la terre entière. Ça, c'est important. Et nous faisons partie de la terre. Deuxièmement, les virus, il va y avoir le virus de la grippe. Ça venait. Il commence déjà à s'installer. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui va tuer le virus. Le virus est le plus fort. La seule et unique manière qui s'applique dans le monde entier, je dis bien, ce n'est pas uniquement en Algérie, c'est... on n'a que ça, parce que le virus est le plus fort. Le virus a besoin de se déplacer. Vous voulez servir de véhicule de déplacement pour le virus, alors libre à vous. Mais vous allez le déplacer pour contaminer un autre, vos proches, vos collègues, tous ces éléments-là. La seule manière, c'est pas le médicament ou sur le vaccin qui va arriver, les prévisions ne sont pas très... Ce qui est important et vital, plus qu'important, c'est vital, c'est-à-dire lié à la vie, c'est les mesures de protection. À savoir, notre seul vaccin porter le masque, ça c'est important. Moi je vois sur les réseaux sociaux certains à l'étranger, des gens, non, ma liberté, je ne sais trop quoi. Voilà, moi je veux porter atteinte à ta liberté. Voilà. Ça, porter le masque. Deuxièmement, l'hygiène, yallah, c'est pas parce qu'il y a le Covid ou là, on doit se laver les mains 5 à 6 fois par jour. Ça, c'est important. Et s'il vous plaît, et là, je ne comprends pas, on est en train de jouer avec le feu, les mariages reprennent. Hein. Je vois, je me balade un petit peu et je vois. Et le rapprochement. Pourquoi on dit la distance entre 2 personnes? Parce que quand on parle, on ne voit pas ce qui sort de la bouche. Mais le virus est plus fort, il se transmet. Ce sont ces 3 éléments qui sont importants. Inch'Allah, le virus de la grippe. Le virus de la grippe. De la grippe, oui. La grippe saisonnière. Il y a la grippe saisonnière, il y a le vaccin. Là, il est disponible. Arrêtons. Et encore une fois, vous recommandez à ce que les personnes... C'est très important. Et je vous dis une chose, surtout les jeunes. Parce que le temps est très court, m'a parce que c'est une histoire entre le virus et l'appareil
le système immunitaire. C'est-à-dire chaque individu a sa propre armée qui le défend. Surtout les jeunes maintenant, ils fument, ils veillent, et une alimentation désastreuse. Effectivement. Donc ils disent, moi je laisse la nature me protéger. Mais tu as empêché la nature. Dénaturer déjà la nature. Dénaturer la nature. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, docteur, encore une fois. Donc, pour encore une fois cette sensibilisation aux deux pathologies, non seulement le paludisme, mais aussi le Covid-19. On se retrouvera la semaine prochaine et on parlera quand même encore une fois d'actualité médicale et d'actualité. Et vous allez faire la provoque, ça c'est promis. Donc à partir de vendredi prochain, Inch'Allah, le mois rose. Merci beaucoup, docteur. On vous retrouvera donc vendredi prochain pour la provoque. Inch'Allah. Voilà, pour la provoque, pour le mois. Je vais ranger mon frein. Merci beaucoup, docteur. Alors, on continue. Et là, ce sera une chanson pour la maman. Donc, c'est une chanson qui sera dédiée pour la maman et qui est interprétée par Karima. Et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bien sûr, ça ne dérange pas du tout, docteur. Ça ne dérange pas du tout. Et voilà, donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et là, donc, nous allons parler d'une frange de la société, l'une des plus importantes franges de la société, et à savoir donc les personnes âgées, les personnes du troisième âge. Et quand on parle des personnes âgées, on va parler automatiquement de l'association Ihsan qui, elle, se bat depuis de longues années pour la prise en charge, donc pour la prise en charge digne surtout des
personnes âgées. Et l'association Al-Ihsan alors, elle n'est plus à présenter finalement sa présidente, Madame Souad Chikhi. Madame Chikhi, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. De nous accompagner à chaque fois. Vous êtes pour tout le travail que vous faites. Merci. Comme ça. Et bien entendu, le médecin aussi qui accompagne l'association et qui accompagne les personnes âgées, qui est fondateur effectivement. Docteur Maouche, bonjour. Bonjour. Marhaba bikoum. Voilà, alors il faut dire que hier, donc c'était la journée mondiale des personnes âgées et comme à chaque fois, vous avez marqué l'événement. Alhamdoulilah, ça a été difficile, mais Dieu merci. Ça a été difficile, il faut dire, avec le confinement, avec la conjoncture actuelle, sanitaire, et donc tout ça, ça influe un petit peu. Mais vous avez quand même marqué l'événement. Je dirais que je remercie infiniment les gens qui nous ont aidés à réaliser cette opération parce que c'était vraiment important pour nous, d'autant plus qu'il y a beaucoup de nouveautés. Madame Rana fait l'Algérie nouvelle, donc avec Dosto, j'espère de tout mon cœur que ça va passer et ils vont penser au 3e âge. Et là, c'est vrai que nous avons été aidés par notre président de la République, enfin le cabinet, c'est lui qui nous a donné pratiquement l'autorisation. C'était pas facile d'avoir l'autorisation de se réunir, surtout qu'on a dépassé les 50 personnes. Vous savez qu'il y avait des orateurs qui est assez importants, tels que des professeurs, des chefs de service des hôpitaux. Donc on parle toujours de gériatrie malheureusement, qui n'existe pas dans notre pays. Toujours pas. Malheureusement. C'est votre grande lutte d'ailleurs. C'est notre combat depuis des années. Il y a aussi notre combat aussi sur le plan économique. Vous savez que la personne âgée, la pauvre, elle touche toujours 3000 dinars et c'est absolument rien du tout pour une personne âgée. Elle va se sentir toujours dépendante de son enfant ou de sa fille. Et là, c'est très mauvais parce que la personne âgée, elle a une dignité, elle ne supporte pas demander de l'aide de ses enfants après de cette aide qui les a ramenés. Elle ne supporte pas de demander de l'aide, elle ne veut pas partir chez les gens, elle veut rester chez elle. Donc vraiment, les caractères ensuite, ils deviennent un peu plus difficiles et c'est normal. C'est normal, donc vous l'avez dit, il y a une dignité quand même. Oui, à respecter. Et en plus de ça, après tout, donc on leur doit le respect total et puis on doit leur faciliter la tâche à ses pères et mères. Et bien sûr, on réclame toujours l'assistante sociale qui doit revenir dans les communes pour qu'on puisse faire un vrai statistique dans chaque commune pour qu'on puisse, nous, autant que société civile, d'aider cette frange de la société et même l'État. Le ministère de la Solidarité ne peut pas faire tout seul, c'est pas possible. C'est pas encore de tout le monde, effectivement, de toutes les parties. Alors, Madame Chikhi, hier, vous avez organisé un séminaire. Alors, comment ça s'est passé? Quel était votre programme? Et quelles étaient les recommandations, surtout, auxquelles vous êtes arrivés? Eh bien, les mêmes recommandations. Les mêmes recommandations qui durent depuis 1999, quand on est en train de lutter. La création de l'association. Effectivement. on essaye toujours de parler de la même chose. Bon, c'est vrai qu'alhamdoulilah, on est arrivé à la loi qui protège la personne âgée. On l'a eu en 2010. C'est vrai que dans cette loi-là, il y a plusieurs articles, mais malheureusement, ils ne sont pas tous appliqués. On souhaiterait vraiment qu'ils réfléchissent à ce 3e âge parce que Dr Maouche, il sera mieux placé que moi pour parler des statistiques parce que le nombre va augmenter. Quelle va devenir la personne âgée? Effectivement. Donc, il faut dire que la société, elle va d'une manière ou d'une autre vieillir. C'est tout à fait normal. Et justement, donc, Dr Maouche, en l'absence d'une spécialité de gériatrie en Algérie, donc quelle est la prise en charge finalement de ces personnes âgées? Donc, si vous permettez, pour comprendre le problème, il faut d'abord que je parle un peu de statistiques. Allez-y, bien sûr. Dans la mesure où, en 2020, actuellement, en Algérie, nous sommes à peu près à 44 700 000. Et nous avons à peu près un nombre considérable de personnes âgées qui est l'équivalent de 5 millions à peu près. Et on pense qu'en 2040, il y aura à peu près sur une population de 56,7 millions, il y aura à peu près de 11 millions de personnes âgées. Ce qui veut dire que si on ne fait pas très attention à l'évolution de ce chiffre de personnes âgées, nous allons droit dans le mur. Nous allons avoir de très très gros problèmes, à savoir des problèmes multiformes, à savoir social, sanitaire et économique. Exactement. Donc il faut absolument qu'on fasse très attention à cela. Et comme a dit Madame Chikhi, je crois qu'il faut reprendre la loi du 10-12 du 29 décembre 2010 qui concerne la promotion de la personne âgée. Et avec l'expérience que nous avons, donc nous sommes en mesure, si vous voulez, de donner les différentes recommandations. Et à partir de là,
Vous savez que les problèmes de la personne âgée, en priorité, je pense, c'est le problème du revenu. Le problème du revenu, très important. comme nous l'avons dit, la location forfaitaire que nous donnons donc à la personne âgée, elle est d'équivalent de 3 000 dinars. Considérez-moi que 3 000 dinars, qu'est-ce que c'est? C'est une catastrophe. Oui, surtout qu'à cet âge-là, Voilà. généralement on est malade, donc il y a les médicaments, c'est pas que les médicaments qui sont remboursables. C'est ça. Malheureusement. Deuxièmement, considérons aussi la fameuse retraite des pauvres vieillards qui touchent entre 6 000, 1 500 000, 2 millions maximum. Qu'est-ce que vous voulez que fasse une personne âgée avec cet argent, avec le taux d'inflation qui existe? Vous voyez un petit peu? Donc le problème essentiel, c'est le revenu. Qu'est-ce qu'a le vieux dans sa poche pour pouvoir vivre? Et avec l'inflation, avec les différents problèmes, c'est une catastrophe. Le deuxième volet, à mon sens, c'est le problème social. Ces vieux ont besoin d'aide. En dehors de l'aide pécuniaire, qui est l'élément de base, ils ont besoin d'aide sociale, à savoir, par exemple, dans la loi 2010, on prévoit l'aide ménagère, par exemple. Voilà. On L'auxiliaire de vie. on prévoit l'aide ménagère, et l'aide ménagère, pour le moment, on n'en a pas du tout. On n'a pas formé d'aide ménagère. Et quand un vieux C'est une formation spécifique, docteur? Pardon? C'est une formation spécifique? Oui, il faut une formation spécifique pour être ménagère. Ce n'est pas la femme de ménage. C'est l'aide ménagère, elle rentre dans le foyer, dans la famille, et elle est en mesure donc de prendre en charge la personne âgée. D'assister, carrément, finalement, la personne. Ah oui, c'est l'assistance totale, à part qu'elle n'a pas le droit de faire les soins. Ça, c'est interdit. Voilà. Donc, si vous voulez, cette aide ménagère, je crois qu'il est fondamental de reprendre le problème. Je parle des choses pratiques, hein, parce que la loi, elle envisage beaucoup de choses, mais je pense qu'on n'en fera pas tout, mais au moins les éléments de base. Les éléments importants. Nous avons soulevé avec Mme Chéri le problème de l'assistance sociale. Pourquoi l'assistance sociale? C'est le rouage essentiel qui doit exister entre la famille et l'administration. Or, pour le moment, il y a des vieux, par exemple, qui ne peuvent pas bouger. Ce sont des grabataires. Ils sont dépendants, ils sont handicapés. S'il n'y a pas ce rouage essentiel qui joue le lien entre l'administration et la famille, ce sera difficile. Je crois qu'il est grand temps pour nous de reprendre, si vous voulez, cette médiation. Finalement, l'assistance sociale, c'est une médiation entre la famille et l'administration d'une manière générale. Par exemple, elle peut faire les démarches, certaines démarches nécessaires. Bien sûr, avec le consentement du vieillard, bien évidemment. Nous avons d'autres trucs qui sont, à mon avis, aussi essentiels. Nous avons 33 actuellement centres de vieux, et plus nous avançons, plus nous avons des centres de vieux. Or, il est fondamental, à mon avis, que la famille prenne vraiment en charge d'une manière obligatoire et d'une manière religieuse la responsabilité de leurs vieux. Comment voulez-vous qu'un vieillard, arrivé à un certain âge, 75 ans, on le jette dans la Jaza? C'est vraiment une catastrophe. C'est inadmissible. Nous sommes un pays musulman. Comment voulez-vous qu'on arrive avec même le temps? Même humainement en parlant, docteur Maouche, même humainement en parlant. Vraiment, loin de la religion, loin de, mais humainement parlant, déjà, c'est quelque chose quand même. Alors, religieusement parlant, c'est encore pire, c'est inadmissible, inacceptable. Ce qui implique une chose, il y a des familles qui n'ont pas de revenus du tout. Et bien, l'État doit les aider, ces gens-là, les familles, c'est-à-dire, je parle des descendants, des enfants, par exemple, ils n'ont pas de quoi protéger leurs vieux. Je pense que l'assistance sociale et la DAS devraient s'impliquer dans ce domaine pour les aider dans ce domaine. Ça dépend, si vous voulez, du revenu de la famille. Bien sûr que quelqu'un qui est riche, c'est tout à fait normal. Et vous avez, à mon avis, il y a une chose qui est fondamentale que nous voyons tous les jours à la rue Messonnier ou là au square, tout ça, ce sont ces vieux qui sont jetés, ils sont là toute la journée, ils ne savent pas quoi faire, ils s'ennuient. Comment voulez-vous qu'un vieux qui est à 65 ans au-delà, puisque j'ai oublié de vous dire que l'espérance de vie en Algérie, elle est de 76 ans pour l'homme et de 79 ans pour la femme. Ce qui implique qu'ils ont une espérance de vie de 15 ans. À partir de 65 ans, le vieux va vivre entre 15 et 20 ans. Comment voulez-vous
qu'on mette ces gens-là comme ça dans la rue. On ne leur donne pas, si vous voulez, de loisirs. On les aide pas dans ce domaine. Au moins qu'on leur donne des petits centres dans lesquels ils se rencontrent tranquillement, au lieu d'être dans la rue. Des centres où on peut mettre ce qu'ils veulent, de la lecture, de l'informatique, leur faire du sport d'ailleurs aussi, parce que des vieux qui sont des anciens sportifs. Nous avons aussi quelque chose... Même pour ceux qui ne sont pas des anciens sportifs, il y a certaines personnes âgées qui ont certaines maladies où les médecins recommandent justement de faire de la marche, de faire du vélo. Tout à fait, ça fait plaisir. Voilà. Moi, je crois que, je termine sur ce... Je crois que le vieux actuellement, quand il a sa vieillesse, bon, disons aux environs de 65 ans au-delà, parce que nous avons maintenant des centenaires, n'oublions pas. Maintenant, à partir de 75 ans déjà, on est plus ou moins jeune, mais on a des centenaires. Comment voulez-vous que cette personne qui sort à la retraite, qui était active, et brusquement se retrouve à ne rien faire, donc elle perd sa dignité parce qu'elle ne peut rien faire, elle n'a pas, si vous voulez, d'activité, donc elle sent qu'elle survit, elle ne vit pas. Or, l'âge réellement au niveau international, dans les pays vraiment développés, c'est là où on doit vivre. C'est là où on doit se donner. On commence à vivre. C'est là où on doit se donner du plaisir à soi-même. Parce que pendant des années, il y a des gens qui ont travaillé très très dur, qui ont été au port, qui ont travaillé très dur. Comment voulez-vous que ces gens-là, au terme de cette vie difficile, on ne leur donne pas un peu de plaisir, un peu de joie? Ne serait-ce qu'un exemple. J'ai discuté tout à l'heure avec un taxieur qui m'a ramené ici. Il me dit, donnez-nous un peu de plaisir, un peu, aidez-nous à faire quelques petits voyages. On ne demande pas des voyages en Europe. On demande des voyages chez nous. Et c'est faisable, c'est faisable, docteur. Oui, qu'on nous aide, par exemple, au niveau touristique, qu'on nous paye certains voyages, qu'on nous paye certains sites balnéaires, des trucs de ce genre, on ne demande pas beaucoup. Oui, donc c'est ça, c'est l'ennui. Et puis c'est faisable, docteur, parce qu'il faut dire que dans tous les quartiers, par exemple, les maisons de jeunes, donc dans les maisons de jeunes, on peut, pourquoi pas, récupérer un espace. Donc finalement, il ne va pas y avoir un investissement dans d'autres infrastructures. Il suffit juste finalement de rentabiliser ce qui existe déjà. Alors, Madame Chéré, il faut dire que votre association elle a beaucoup travaillé pour les personnes âgées. Il faut dire que vous avez vous-même, au sein de votre association, ouvert les portes donc, aux personnes âgées. Vous avez organisé plusieurs activités, des sorties, le Hajj, etc. Alors, y aurait-il d'autres associations sur le territoire national avec qui vous travaillez ou avec lesquelles vous travaillez en collaboration, justement, pour pouvoir pallier à ce manque, finalement? En toute franchise, sur le territoire national, nous avons nos bureaux déjà. Et on travaille en étroite collaboration. Vous êtes une association nationale. Mais en réalité, je travaille beaucoup avec Kafil Yatim qui sont adorables. C'est des jeunes travailleurs. Ils travaillent sérieusement, ils sont très actifs et ils sont sur le territoire. Je travaille beaucoup avec l'association des cancéreux aussi, parce que les personnes âgées aussi, il faut penser que nous avons des personnes âgées qui ont l'Alzheimer et surtout le cancer. Alors imaginez la personne âgée qui vient de l'intérieur du pays, du fin fond de l'Algérie, qui a un cancer qui doit se traiter en Algérie. Imaginez le billet, il fait combien pour qu'il puisse arriver ici sur Alger, quelle est la prise en charge, où il passe la nuit, l'accompagnateur où il doit être. Donc tout ça, c'est un grand problème pour nous. Donc on essaye, Inch'Allah, de trouver des solutions. Bon, il y a Dia Rahma, qu'on félicite d'ailleurs le ministère de la Solidarité, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pas du tout, on est loin. Encore une fois, donc c'est le concours de tous. Oui, c'est la labeur de longue haleine. Et puis tout le monde doit être impliqué, tout le monde, toutes les institutions. Et l'appel aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle Algérie, donc j'espère de tout mon cœur qu'ils vont penser au troisième âge. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Souad Chérif. Merci beaucoup, Docteur Maouche. Un dernier mot, peut-être avant de se quitter. Moi, je remercie les médias parce que c'est grâce à vous qu'on fait passer nos messages. Et puis, à l'occasion de cette journée mondiale, je souhaite du bonheur à nos vieux et nos vieilles. Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rabbi. Docteur Maouche. Moi, je pense qu'il faut mettre le paquet pour le troisième âge. Je crois que la loi 2010, elle est obsolète. Il faut revoir tout ça de fond en comble. Il faut vraiment donner du bon cœur à ces vieux qui sont en train de perdre leur temps. Ils survivent alors qu'ils devraient vivre. Effectivement. C'est le moment où ils doivent vivre finalement. Ils ont sacrifié leurs plus belles années pour travailler. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Exactement. Un problème merci de beaucoup. Dignité, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Madame Souad Chérif. Donc je rappelle, vous êtes la présidente de l'association El Ihsan. Docteur Maouche, merci beaucoup. Vous êtes membre fondateur, vous êtes aussi membre de l'association. Merci à vous et puis bonne continuation à vous. Alors, on continue donc le programme de cette matinée. On se retrouve juste après donc pour parler des actions de nettoyage. Donc vous voyez, il y a plusieurs actions. On les a rencontrés, ils sont adorables. Voilà, donc des actions de nettoyage donc, de la ville de Délices. Mais avant cela, une petite virée dans les ruelles d'Alger. On se retrouve juste après.
toujours dans les actions de solidarité, dans les actions donc de la prise en charge et de la préservation du patrimoine matériel et immatériel. Nous avons avec nous ce matin un collectif, et pas des moindres, puisque ce collectif j'ai envie de dire, il y a des enfants finalement qui font partie de ce collectif et qui sont tout conscients donc de l'importance de prendre en charge leur ville. Et donc ils sont accompagnés de Madame Ilham Ma'bout Amrouche. Bonjour. Bonjour à vous. Marhaba bik. Yesselmek. Alors Madame Ma'bout, donc vous êtes membre du collectif Sauvons Délices. Vous faites beaucoup d'actions donc en faveur de la ville. Oui, oui. Voilà. Et aujourd'hui vous n'êtes pas seul parce que vous avez ramené d'autres membres et qui ne sont pas des moindres, hein, des membres qui sont très importants, j'imagine, de votre collectif. Alors, il s'agit de Rimel et de Aïda. Bonjour Rimel, bonjour Aïda. Bonjour. Marhaba bikoum. Merci. Rimel, il est très joli ton prénom. Ça veut dire quoi Rimel? Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Qu'est-ce que c'est que Rimel? Ça veut dire sable. Sable, voilà. Alors j'avais bien compris. J'avais bien compris. Donc Rimel, c'est le pluriel finalement de Rmel. Voilà, parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de Rimel. Voilà. Alors marhaba bikoum. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Rimel et à Aïda, Madame Ma'bout, il faut dire que donc vous êtes un collectif, donc vous n'êtes pas une association, vous êtes un collectif, donc vous êtes organisé. Comment vous est venue l'idée donc de vous organiser comme ça un collectif et de prendre en charge votre ville? D'accord. Alors, ça s'est passé vraiment d'une façon très anodine. C'était juste une discussion avec mon ancien professeur de français, Madame Bississa, et on était sur les réseaux sociaux et on parlait justement de l'état de délice. L'état de délice qui nous inquiète vraiment. Donc on en a parlé et puis on s'est dit pourquoi pas, allez, passons à l'action, on va agir. On va ouvrir d'abord, on va créer une page Facebook, on l'a nommée Sauvons Délices. Ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais enfin, c'est parti comme ça. Prétentieux, ça m'étonnerait très fort, mais il faut avoir finalement de grands objectifs pour pouvoir avancer vite, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on a créé ce groupe. Alors, bien sûr, il y a eu une première action au niveau du port de Kos, de Délices. On n'était pas nombreux, hein, c'était juste un petit groupe. On a mené une opération de nettoyage. Et bien sûr, on a posté les photos et les vidéos. Alors le résultat était époustouflant, hein. Donc une fois qu'on a posté les photos, alors plein de commentaires sur la page Facebook, que des commentaires positifs. Que des commentaires positifs. Et justement, que des commentaires positifs. Et justement, notre collègue Rachida Ma'bout vous a suivi un petit peu sur terrain. Et elle a vu un petit peu vos actions, donc comment vous travaillez sur terrain. Là, je vous propose donc de voir ce reportage signé Rachida Ma'bout qui, elle, donc, a suivi les actions du collectif Sauvons Délices. Dans une initiative de bénévolat qui portait le slogan Sauvons la ville de Délices, un groupe de jeunes a mené une campagne pour nettoyer la Gaspa de Délices via les réseaux sociaux et Facebook. Sauvons Délices est un collectif de bénévoles qui est créé à partir d'une photo prise lors d'une sortie à Délices, dans laquelle on voyait une décharge qui se trouvait dans l'un des quartiers les plus propres de Délices. J'ai été scandalisée, donc j'ai posté la photo sur Facebook et à partir de là, avec des échanges de personnes que je connaissais, on a fait des échanges et puis je me suis aperçue qu'elle n'était pas la seule à avoir été scandalisée. Donc, puis je me suis posé les questions, mais pourquoi ne pas avoir réagi? On a décidé de faire la première opération. Et là, je crois qu'on avait ramassé pas moins de 3 camions d'ordures pour la plage. Pourtant, c'est pas immense. La deuxième opération, c'était la Guiouès. Oui, c'était la Guiouès. C'était un vendredi, donc il y avait plus de monde. En plus, il y avait même des familles qui avaient fait le déplacement spécialement d'Alger et de Tizi Ouzou. Ils sont venus nous donner un coup de main.
Et puis ce jour-là, j'avais remarqué justement même les estivants, ceux qui étaient sur la plage, ils nous ont rejoints. Il y avait des petits groupes de jeunes. Dès qu'on leur a expliqué ce qu'on faisait, ils ont tout de suite adhéré et ils nous ont demandé des sacs poubelles, des gants et en avant et c'est parti. Ce travail de bénévolat ne s'est pas limité seulement aux jeunes, mais aussi aux enfants et les personnes âgées qui ont participé rigoureusement. D'autant que la Gaspa de Délices a une mémoire vivante et un musée à ciel ouvert qu'il faut le préserver. Alors moi qui suis né de cette Gaspa, c'est mon quartier là-bas, je suis né jusqu'à là. Alors ça me fait mal au cœur de voir cette Gaspa. Il n'y a pas un jour où je vis sans me remémorer mon enfance dans cette Gaspa. Alors ce qui fait que Délices, que la Gaspa se trouve un peu désertée. Il y a quelques maisons habitées, mais elle est désertée complètement. Alors on voudrait bien qu'on s'intéresse un peu plus à cette Gaspa, étant donné que c'est une mémoire nationale et qu'il faut s'intéresser, surtout pour l'histoire et la mémoire. Ces volontaires ont donné un exemple de citoyenneté et soutien des valeurs de la société civile. Ce sont quand même des images un petit peu choquantes, hein. Il faut dire, Madame Mahbout, on vous a vu un petit peu sur le reportage, vous avez récolté quand même 3 camions d'ordures au niveau des plages. C'est pas rien. C'est un petit peu choquant. Oui, en effet, Délices croule sous les ordures, hein. Ça devient une décharge à ciel ouvert. Il n'y a pas un endroit qui a échappé à ce fléau. Les plages, la forêt de Bouarbé, les rues. Alors la collecte, la responsabilité elle est partagée. Elle est partagée, voilà. La collecte des ordures ne se fait pas régulièrement, se fait même rarement. Rajouter à cela des actes d'incivisme du citoyen. Alors on jette n'importe où, on va profiter de la mer, on laisse ses ordures et on part. Ça c'est pas normal. Alors on s'est dit, on va pas rester les bras croisés, on ne doit pas rester les bras croisés. Donc allez, passons à l'action. Donc vous êtes passé à l'action, c'est quand même des actions à encourager, mais entre-temps la sensibilisation, elle doit suivre, parce que si à chaque fois vous êtes là à prendre des actions de ce genre et donc à mobiliser autant de monde, donc on l'a vu sur le reportage, il y avait quand même un beau monde qui a mis la main à la pâte, et puis à côté, donc l'incivisme va continuer ou encore la collecte ne va pas se faire de façon régulière, donc finalement ça n'aide pas beaucoup, il faut vraiment qu'il y ait la participation de tous. Voilà, il faudrait vraiment que le citoyen s'implique, il prenne conscience. Surtout. C'est vraiment pour éveiller les consciences parce qu'on ne va pas faire que ça, hein, passer notre temps à nettoyer, mais il faut vraiment que ça devienne une responsabilité de tous. Hein. C'est tout le monde qui doit assumer ses responsabilités et passer, bien sûr, faire attention à son quartier, faire attention à sa rue. La ville nous appartient. Hein. On n'a pas une autre ville de Rechamps, c'est pas possible. C'est pas possible, en plus, voilà. Donc il faut vraiment prendre conscience de cela. Alors elles sont avec nous aujourd'hui. On a vu aussi d'autres enfants sur le reportage. Alors Rimel et Aïda, vous avez participé toutes les deux donc avec d'autres enfants avec vous donc à la collecte des ordures. Racontez-nous très rapidement comment vous avez vécu cette expérience lorsque vous êtes partis. Vous avez nettoyé la ville, vous avez récolté toutes ces ordures et donc vous avez accompagné les tatas et les tontons donc dans cette expérience. Alors en fait, comment dire, c'était une bonne expérience, mais ça nous a permis de comprendre que Délices était en train de chuter. C'était en train de descendre à la catastrophe. On voit quand même qu'ils prennent conscience, les enfants. Parce que cette année, il y avait beaucoup de gens et donc il y avait beaucoup d'ordures partout. Donc ça t'a fait mal de voir un petit peu toutes ces ordures aussi? Tu étais malheureuse de voir toutes ces ordures? Oui, ça m'a rendue malade. Et donc ça t'a fait plaisir de participer à ces actions de nettoyage? Oui. Ça m'a permis de comprendre qu'il y a toujours un peu d'espoir et qu'on peut quand même sauver Délices. Ah, ça c'est très beau, ça c'est magnifique, Aïda, c'est magnifique. Alors Rimel, elle va nous dire ce qu'elle en pense, mais elle va nous le dire en chanson.
Tu vas nous chanter, Rimel? Oui. Tu vas nous chanter quoi, Rimel? Je vais vous chanter l'Algérie au cœur de Tahar Metref. Eh ben voilà, donc Rimel, elle va nous raconter son expérience, mais en nous chantant une très belle chanson. Alors on t'écoute? Je t'ai connu, peux t'oublier ce que tu es devenu en folle alliée. Si je devais te raconter, l'Algérie c'est ma beauté. Le Djurdjura est mon remède, l'Atlas Rantizy mon bled. De Constantine on commence, l'Algérie c'est ma romance. Bravo, bravo, magnifique, très belle. Vous avez de la chance, hein? Ah oui, vraiment. Merci beaucoup, vraiment, merci à toi, Rimel, merci à toi, Aïda, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de courage, puis une très belle continuation pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup à de vous. courage surtout, beaucoup de courage, Oh, beaucoup de oui. courage. Merci beaucoup. Alors je nous rappelle. en avons suffisamment. Hein. Nous sommes très optimistes. On reste très optimistes. On l'a vu vraiment déjà. Très décidés, très optimistes. Oui. Les jeunes vraiment, ils sont là, ils sont toujours au rendez-vous et ça se passe dans une très bonne ambiance. Voilà, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage. Oui. Vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Merci une très belle continuation. Donc je rappelle, Madame Ilham Maabout Amrouche, vous êtes membre du collectif donc Sauvant Délices, était parmi nous aussi. Aïda et Rimel, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et bonne continuation encore. À vous. Alors on continue donc avec le patrimoine matériel, le patrimoine donc l'histoire des villes. Et cette fois-ci, ce sera du côté de la Casbah d'Alger que nous irons, puisque Feria Al-Hamdi s'est rendue là-bas et elle a rencontré le plus jeune guide touristique de la Casbah d'Alger. Je vous propose de voir ce reportage et on se retrouve juste après. Il est jeune, à peine 16 ans. Dynamique, accueillant et surtout très actif. Vêtu d'un tarbouche et d'une veste Shanghai. Emir Kerfi, ce petit guide touristique imposé grâce à son enthousiasme, audace et résolution. La première fois que j'ai visité la Casbah c'était le 15 décembre 2018 ومن تما اللي دخلت القصبة واللي دخلت لقلب القصبة ما يخفالكش انا كنت نسكن باب الواد ماشي بعيد على القصبة ودخلت شغل عجبتني بزاف الاركيتكتور ديالها ليستوار ديالها وانا نحب بزاف هاد العفايس تاع فينتاج و لي شوز القدم كيما لي تامبر ولي بينس باك دخلت جيت نشفى كان سبت جيت للقصبة فيزيتيتها مع اون باج ومن بعد السبت لي مورا كيف عاودت وليت قاعد نولي حتى وين حسيت باللي شغل راني في عفسه راني نجي لعفسه نحبها وكنت حاب نديرها. Pour lui, la Casbah est et restera la pièce maîtresse, le pivot de l'activité touristique dans la capitale. عين المزوقه اللي تعتبر من بين اقدم العيون هنا في القصبه اللي جايه في لاغو د لا كاسبا اللي تعتبر اطول طريق في القصبه تبدا من سحتو هذا وطلع حتى الباب جديد وسميت بعين المزوقه من كثر الشباح ديالها والزواق اللي هو فيها كامل. وبكري في وقت الدوله العثمانيه ما كانوش العيون داخل الديور كانوا عيون خارجيه ثم سميت هاد العين المزوقه في الفتره الفرنسيه. Au cours de la visite, Amir s'arrête pour saluer ses artisans, prendre de leurs nouvelles et souvent cède la parole à ses aînés pour enrichir le récit. الطيف هذا تسمى يعني حبي كما نقولوا حنا ما حابينش حنيت باش هو حبي يتشجع حنا بينا نشجعوه باش يشوف كاع
الامور اللي في القصبه، يعني كما الصناعه التقليديه مثلا، ويشوف مثلا بعض الاثار تاع القصبه ولهذا تسمى رانا نشجعوا فيه رانا نشجعوا فيه باش يولي تسمى يعني بالك ياخذ نظره عميقه كما نقولوا حنايا في هذا الشيء هذا اللي شافوه هو وعجبوا على كل حال. انا نقول لك على امير، يعني انا نشجعه وشجعته، يعني هو راه على باله كان يجي ونعاونوه كيف احنا لما نعاونوه، يعني كما يقولوا ابتسامه في وجه اخيك صدقه. دونك الحاجه هذه لازم تنكوراجي الانسان دي الديبي، نهار بدا الكارير جا خرج مع لي كولاك تاعنا، مع عماد، مع شيوخنا ومع لي جيد اللي راهم في البلاص، منهم كاين ياسين نحيوه بالمناسبه هذه، واسحاقي اللي راهو قال يتمثل وبدا كان صغير وبدا في وضع كان ما كانش الناس. دونك حنا كاع هيك رانا نضاربوا ورانا نصارعوا باش نديروا لو ديفلوبمون دو توريست لوكال. انا اولا نهار صادفت الاخ امير لو بلو جان جيد، بعد ما كان محمد ومن بعد ولا هو باسكو الاخر كبر شويه في اللاج وكاع. حاجه شربتني عباك سبحان الله حميت شوك نهار شفتو قلت له خويا انا هنا بيا بطاري بحومتي بناسي بمعرفتي بتواريخ اللي عندي باللي نعرف ولا، قلت له رانا معك. Amir nous fait visiter la Kasbah, contempler la beauté de ses palais, apprécier l'architecture et la répartition de l'espace de ses douirettes. كما راكم تشوفوا هنا رانا في لاغو دي زابديرام، هنا وين استشهدوا الشهداء ديالنا الأربعة: محمود بوحميدي، حاسبة بن بوعلي، علي عمار المدعو بعلي لابوانت، والبتي عمر. وفي هذا المكان هو يعتبر الوجهة الأولى للسياح. السياح تاعنا كيحبوا يجوا يقول لك دينا لهذا المتحف تاع لي لابوانت. واستشهدوا هاد الشهداء ديالنا في 8 أكتوبر 1957. Mais Amir n'a pas cessé de faire visiter la Kasbah aux amoureux de ces lieux, même en cette période de pandémie. رانا في أعالي القصبة، رانا في لاغيد لاكاسبا اللي تعتبر من أقدم وأطول طرقان القصبة، اللي قلنا تبدأ من تحت مسح شهداء تكمل قبالة توصل حتى الباب جديد. وهذا الطريق تعتبر كما قلنا من أقدم طرقان هنا في القصبة. El Guide Junior vous attend pour vous faire découvrir ce lieu magique et antique à la fois. Et pour ceux qui veulent visiter donc la Kasbah, vous savez maintenant à qui vous adresser, un petit jeune de 16 ans plein de dynamisme et surtout connaisseur finalement de la Kasbah, n'est-ce pas que nous avons jour? Un connaisseur et un passionné. Et un passionné, oui, voilà, donc oui. On l'a vu, même finalement en période de confinement, voilà, grâce aux réseaux sociaux quand même, exactement. Il profite des réseaux sociaux pour faire visiter à sa manière la Kasbah. Exactement. Voilà, alors aujourd'hui, Kenza, donc encore une fois, on va revenir sur cette actualité donc des associations. Il a une actualité très particulière, entre guillemets. Il s'agit donc, j'essaie de me concentrer pour bien prononcer. Alors, il s'agit de la constitutionnalisation des associations. Effectivement, Nour, effectivement. Donc, on parle aujourd'hui de la constitutionnalisation des associations parce que nous l'avons tout simplement compris qu'il est extrêmement important d'impliquer la société civile dans tous les niveaux de prise de décision, que ce soit dans l'institution ou encore que ce soit par rapport aux opérateurs économiques. Donc dans ce nouveau projet d'amendement de la Constitution qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre, donc il y a eu 6 différents articles qui ont pour objectif justement de promouvoir et de valoriser le rôle du mouvement associatif. Donc on en citera aujourd'hui, on parlera de 2. Donc ça sera dans l'article 213 au titre organe consultatif. Donc il y a cet observatoire de la société civile auprès du président de la République.
de la République. Donc il aura pour, dans ces diverses missions, il aura pour mission d'émettre les préoccupations de la société civile, mais il aura aussi à la promotion des valeurs nationales ou encore, par exemple, chose qui est très importante dans la lutte contre la corruption. Mais aussi, il y a aussi un autre article qui est très important. La société civile, c'est la mère des libertés. Donc justement, donc passer de l'agrément au système déclaratif. Donc à cet effet-là, pourquoi est-ce qu'on parle de liberté? Parce que quand on parle de liberté, seule institution apte et capable de juger de la liberté d'un citoyen, c'est la justice. Voilà. Donc à cet effet-là, donc il y a un changement. Donc c'est-à-dire que l'association, elle déclare son association. Par exemple, pour les associations nationales, dans l'espace de 60 jours, s'il n'y a pas une convocation ou c'est-à-dire une quelconque papier venant de la justice, l'association continue son exercice parce que voilà, créer une association, activer dans une association est justement un acte c'est l'exercice de la liberté du citoyen et tout ça, évidemment, c'est basé sur on revient toujours dans notre rubrique, c'est la démocratie participative qui justement, elle, c'est dans l'exercice des différentes parties, que ce soit institutions officielles, les opérateurs économiques ou encore la société civile, quand ils exercent concrètement leur mission, c'est à cet effet-là qu'on arrive à réaliser cette démocratie participative. Mais ceci implique aussi la révision de la loi 1206 des associations. Ça va être carrément un changement. Et donc, dans cette révision de la Constitution, donc lors des différentes sorties du conseil de la République du président autour de la société civile et de la communauté nationale à l'étranger, M. Nazir Baramdan, qui a fait diverses sorties dans les wilayas, où il a fait une rencontre avec le mouvement associatif local. Justement, il y a eu beaucoup de recommandations. D'ailleurs, même les recommandations, même ces articles-là qui sont venus dans ce projet d'amendement étaient justement inspirés des recommandations de la société civile. Donc concernant cette loi 1206, il y a eu diverses recommandations qui reviennent à chaque fois. Donc la première, c'est l'allègement des procédures administratives. Chose qui, c'est vrai que c'est un grand frein. C'est un très grand frein. L'association, d'ailleurs, même on en trouve sur les réseaux sociaux des jeunes ou des jeunes qui carrément préfèrent aller s'organiser sur un groupe Facebook plutôt qu'aller carrément créer leur propre association. Et même à travers les groupes Facebook, d'ailleurs, on l'a vu durant la pandémie. La pandémie, c'est-à-dire les gens se sont organisés à travers les réseaux sociaux justement pour ne pas aller vers cette lourdeur de créer carrément une association. Donc il y a eu justement cela, donc l'allègement des procédures administratives. Il y a eu aussi l'actualisation et l'adaptation de ces procédures-là à l'ère actuelle. Donc je citerai la numérisation de toutes ces procédures-là, ou encore la présence de la société civile à travers les différentes institutions. Donc on parle des ministères, des wilayas, des PAPC ou encore des consulats. Et puis la dernière, c'est donc l'autonomisation, surtout qui est chaque fois revenu que la société, les associations ne soient pas un fardeau sur l'État. Donc passer du système de subvention de l'association au financement du projet. Et puis la toute dernière recommandation qui est beaucoup revenue, que ce soit avec monsieur le conseiller du président de la République, de la société civile, ou encore au ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est la protection du bénévole. Parce que justement, donc à cet effet-là, il y a des projets qui sont en cours par les deux instances, donc pour la création du corps de bénévoles. Voilà, un statut carrément. Un statut qui protège et surtout qui promue cet acte civique du citoyen. Voilà, donc il faut dire que ce sont des recommandations quand même qui encouragent finalement à aller vers cette démocratie participative. Que la société civile attend application de ces recommandations-là. On espère bien parce qu'on l'a vu quand même, la société civile a un impact très très important dans le développement de toute société. Merci beaucoup Kenza pour ces importantes quand même recommandations que nous espérons seront donc appliquées sur terrain. On vous retrouvera vendredi prochain Kenza pour d'autres actualités, Inch'Allah. Merci beaucoup Kenza. Alors on continue notre programme, on se retrouve dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée en compagnie donc de notre artiste, mais avant cela, une petite virée dans le sud algérien et on se retrouve juste
On se retrouve pour la dernière station de Bonjour d'Algérie de cette matinée et notre artiste vient de nous rejoindre. Il s'agit de Berkat Meklouf. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. C'est le mec. Alors, ça c'est votre nom, donc c'est votre nom, mais vous avez quand même un nom d'artiste qui est très particulier, Marco des Deux Rives. Alors pourquoi Marco des Deux Rives? Alors je comprends qu'on puisse se poser la question parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui s'appellent Marco. Oui. Alors pour la petite histoire. Et des deux rives, donc voilà, ça rajoute un petit quelque chose. Absolument. Il y a un lien qui est indéniable, qu'on ne peut pas lier, qui nous est tous très très cher. C'est-à-dire que moi, lorsque je suis parti en Algérie, c'était juste après-guerre. Hein, et donc les papas, à l'époque, n'emmenaient pas leurs femmes, leurs épouses. Et par contre, emmenaient beaucoup leurs enfants pour faire leur scolarité là-bas. Ce qui fait que moi, je suis parti très très jeune. Attendez, vous dites juste après-guerre, c'est-dire après 62? Après 62, c'est-à-dire en 63. Voilà. Enfin, je me disais parce que vous faites très jeune. Merci, juste après-guerre, 62, bon, allez. C'est très gentil en tout cas. Donc, les voisins immédiats de mon papa, c'était la famille Beretta, donc une famille d'Italiens. Comment s'appelle votre fils, Meklouf? Allez, on le baptise Marco. Voilà. Et ça m'a suivi. Ça m'a suivi. Pour ce qui est de la chanson, moi je suis, je dirais, bercé par Johnny Hallyday, et puis bon, on a grandi ça, j'ai passé des heures et des heures et des heures à chanter son répertoire, parce qu'il faut dire que c'était pas non plus n'importe qui, voilà. C'est une légende quand même du rock, c'est une légende de la chanson française, Johnny Hallyday, rien à dire là-dessus finalement. Tout à fait. Après, lorsque j'ai décidé de chanter de manière plus professionnelle, tout au moins plus sérieuse, en tout cas plus engagée dans la chanson, j'aurais pu bien sûr m'appeler Meklouf. Oui. Après tout, pourquoi pas, moi j'ai préféré, puisque je chante essentiellement en langue française, faire Marco, des Deux Rives. Pourquoi des Deux Rives? Eh bien parce que je suis l'enfant des Deux Rives, je suis d'Algérie et de France. Voilà, donc de là est venu le nom d'artiste Marco des Deux Rives. Donc on a des chanteurs, donc il y a quand même un chanteur kabyle qui s'appelle Meklouf aussi. Oui, voilà, donc, tout à fait. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de vos chansons, on va parler un petit peu de votre style. Alors, qu'en est-il un petit peu des influences qu'on peut retrouver dans votre style? C'est dans la variété, je fais aussi bien du reggae que du rock, que du tango, de la valse, du slow, c'est de la variété en général. Donc, vous ne trouvez pas de difficulté de passer un style vers un autre? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je prends plaisir parce que je ne m'ennuie pas. On ne s'ennuie jamais quand on fait de la musique, ça m'étonnerait très fort, quand on s'ennuie en faisant de la musique. C'est-à-dire que c'est pas linéaire, vous savez. Moi, j'ai été inspiré par, vous savez, quand vous prenez une compile, vous avez plusieurs chansons, plusieurs styles, voilà. Et c'est vrai. Moi, je parle pour moi. Après, je ne veux pas pour les autres. Quand j'écoute une compile, on passe d'un style à un autre, pardon. Ce qui fait que je ne m'ennuie pas. Et dans mes chansons, quand je les écoute moi-même, franchement, je ne m'ennuie pas parce que on passe d'un style à un autre, d'un sujet à un autre. Et c'est pas linéaire, voilà. Il y a des chanteurs, mis à part Johnny Hallyday, qui vous a marqué un peu. Bien sûr, il y a Johnny Hallyday, il y a Claude François, il y a Adamo, il y a Hervé Villard, il y a tous les chanteurs de l'époque yéyé, en fait. Salut les copains, moi ça me parle. Donc on comprend un petit peu que c'est la chanson française beaucoup plus qui vous a influencé. Bien sûr, ça fait bientôt 60 ans que je vis en France, vous vous rendez compte? C'est normal. Et puis c'est vrai que la chanson française, les classiques généralement sont très particuliers. D'ailleurs c'est des légendes, on les écoute jusqu'à présent avec toujours le même plaisir. Qui se lasserait d'écouter Jacques Brel par exemple? Brassens, Lino Ferrer, Jodassin, Claude Barzotti, non, la chanson française. Serge Reggiani aussi. Absolument. Comment? Vous avez fait des reprises? Tout à fait. Et puis, non, elle est très riche, elle est très variée. Puis il y a les voix féminines, Dalida. Il y a des voix, bien sûr, il y a Sylvie Vartan, il y a d'ailleurs, je voudrais. Edith Piaf, qui. Donc vous voyez, moi je suis quand même d'une génération un peu après, mais on les écoute toujours. Annie Cordy qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Aussi, voilà.
Et non, c'est une chanson qui est très riche. La chanson ce sont des légendes, voilà, qui nous suivent quand même. Ce sont des chansons qui ne meurent jamais. Tout à fait. Et ce sont toujours des chansons d'actualité qu'on peut écouter à tous les temps. Absolument. À tous les temps. Absolument. Alors là, on parle depuis tout à l'heure de musique, on parle depuis tout à l'heure de votre style, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui voudraient entendre votre voix. Vous permettez quand même de partager avec nous l'une de vos chansons? Bien sûr. Alors, voilà, je vous invite à nous interpréter quelque chose de votre choix. Alors, je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle Ural. C'est un texte que j'ai adapté sur une musique qui est mondialement connue. Et c'est pour moi, d'ailleurs, c'est ma chanson fétiche. À chaque fois que je chante quelque part, je la chante. Quelquefois, je démarre même avec cette chanson-là. Et puis, la musique étant universelle, c'est aussi un véhicule, un véhicule, et je me suis dit, quoi de plus noble qu'une chanson pour véhiculer un texte en kabyle. Voilà, donc la chanson s'appelle Oral, et la musique, elle est mondialement connue, vous allez voir, elle va vous parler de suite. Très bien, d'accord, alors on vous écoute. Voilà. On va lancer la musique. ثرتي بازار يدمي شكر المحبة ناس اليوم فنانة ذي شنو في رغور نبغى ندوم نرى مثلنا ذي ليام سافي ثرتي بازار نالحمام زون ذي ثنفار كران السالم وردي قولها يروح وردي يجي الجرة حزن ولا ينوى وغال فجيضوني وذا مجروح وغال رافينا عزيزنا مروح وغال تجيضوني وذا مجروح وغال رافينا عزيزنا مروح مثل غيشنا ذو سفايو ولي وردة خليتروح يشفعني العاير تفكير مثل قول ذو رضع فجير خساكيني ثقرة سيف قاية ثرتي بازار أنا شنو ثيري بالدار ثيفراني ذا غدي سودان ثير نغبغى ناس سلام ما لم يلم ولا وال وغال فجيضوني وذا مجروح وغال رافينا عزيزنا مروح وغال فجيضوني وذا مجروح وغال رافينا عزيزنا مروح وغال فجيضوني وذا مجروح وغال رافينا عزيزنا مروح. Je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je perds mes mots. Merci beaucoup. Bravo, vraiment merci bravo. Beaucoup. Merci beaucoup. Très très belle chanson, oui. Donc la musique, on a très vite reconnu. Alors c'est une chanson, c'est une musique qui a été écrite par un Corse qui s'appelle Dominique Salfati. Oui. Voilà. C'est une musique qui est mondialement connue. Oui. Elle a été reprise quand même par Enrico Macias. Elle a été reprise par Enrico Macias, qui lui a donné
plus de volume, hein, voilà, pour ne pas dire une dimension internationale. Voilà. Et comment... a été reprise aussi par un chanteur turc, je ne retiens pas le nom, c'est un peu difficile pour moi de prononcer les noms. Elle a été reprise en plusieurs langues. Voilà. Plusieurs langues, d'où l'idée de la faire en kabyle, parce que... Voilà. Finalement, elle s'adapte sur toutes les langues. Absolument. Et voilà. Absolument. Vraiment, elle était magnifique, magnifique la chanson. Beaucoup. Donc, vous écrivez en kabyle, vous écrivez en arabe, vous écrivez en français, vous écrivez... Alors... vous reprenez, quand je chasse la nature, elle revient de suite au galop. Quand je commence à écrire en kabyle, ou en arabe, hein, parce que je m'exprime aussi en langue... l'arabe algérien. L'arabe algérien, le dialecte, bien sûr. Je commence, mais je reviens de suite vers la langue française. Voilà. J'aimerais chanter en kabyle. Vous venez de le faire. Oui, non, avec brio en plus. Merci beaucoup, c'est très touchant. Voilà. Mais vous savez, c'est un métier où, pour moi, c'est plus une passion qu'un métier. Effectivement, c'est une passion. Et c'est un domaine où on ne peut pas tout faire tout seul. Oui. Voilà, donc... j'attends peut-être que des paroliers puissent proposer. Il y en a qui proposent après, il faut quand même que ce soit quelque chose que vous ressentez aussi, sinon ça sert à rien. Voilà, surtout la chanson, la musique, si on ne ressent pas, on ne peut pas transmettre. Donc. Tout à fait, et puis là j'ai à peu près une quinzaine de titres. Bon, malheureusement pour cette situation sanitaire, ça a compromis tout le travail. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer une chanson pour rendre hommage aux tirailleurs algériens. Voilà. C'est une idée qui m'est venue parce que j'ai écouté Jean Ferrat, Ils étaient 20 et 100. Oui. Hein, c'est une chanson qu'il a écrite pour la Shoah. Et je me suis dit, parce que moi j'ai grandi en Normandie, à Rouen exactement, et ça fait une dizaine d'années que je suis installé à Marseille. D'accord. Et je ne sais pas si vous connaissez la belle ville de Marseille. Marseille, je connais. Voilà. Normandie, je ne connais pas, mais Marseille, je connais. J'ai fait un clip qui s'appelle Hymne à Marseille. Il est sur YouTube, Hymne à Marseille. Et puis, donc tout en haut de Notre-Dame de la Garde, j'ai été interpellé par une plaque qui est faite en mémoire au 9e bataillon de tirailleurs algériens qui ont libéré Notre-Dame de la Garde. Vous voyez ? D'accord. Donc ça m'a interpellé, j'ai écrit un texte et j'espère que très vite il sera sur les ondes radiophoniques. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et puis j'ai écrit sur cette situation de migrants aussi. J'ai voulu enregistrer aussi une chanson qui s'appelle Damas, où je parle de la situation dramatique que traverse la Syrie. Hein, voilà. Et bon, tout ça, lorsque les studios seront ouverts, eh bien, écoutez, on va faire en sorte que ça se réalise. Voilà. Donc là, franchement, là, vous nous replongez un petit peu dans l'histoire. Hein, donc, pour dire quand même qu'il y a les Algériens qui ont libéré aussi la France. Et aujourd'hui, donc, les Algériens d'origine française aussi, ils sont un petit peu attaqués par... ce n'est pas anodin. Moi, je tiens vraiment... Quand je dis des deux rives, je le suis sincèrement. J'ai écrit une chanson où je rends hommage à ce pays qui m'a permis de me réaliser, qui est la France, qui s'appelle « C'est ma France », qui n'a rien à voir avec celle de Jean Ferrat. Et aussi, j'ai écrit une chanson que je vous chanterai tout à l'heure qui s'appelle Lille, mais rien à voir avec Patrick Bruel. D'accord. C'est sur l'Algérie. Donc je crois que si j'ai abordé ce thème de tirailleurs algériens, je rappelle aussi d'autres, tirailleurs nord-africains et subsahariens. Voilà. Mais j'insiste sur la particularité des tirailleurs algériens qui ont leur mémoire à Notre-Dame de la Garde. Ce n'est pas rien. Et je voudrais, si vous me permettez l'expression, j'aimerais que nous soyons un peu plus, je dirais, de nobles héritiers de ces tirailleurs. Voilà. Vous comprenez ? Voilà. Donc moi, je n'ai aucun complexe à faire. D'ailleurs, dans le texte, il y a des choses qui sont remises à l'ordre. J'ai écrit en descendant du bateau, ils n'ont pas fui Franco, ni non plus Mussolini, mais ils venaient d'Algérie pour sauver la mère patrie. Oui, effectivement. Donc ça recadre les choses. Voilà, c'est une chanson ça recadre les choses, exactement. En hommage aux tirailleurs algériens, mais c'est aussi dire, attendez, voilà, l'histoire elle est là, l'histoire on ne peut pas la falsifier. Donc oui, la ville de Marseille, les Algériens ont le droit de citer, absolument. Voilà. Effectivement. Donc,
C'est un très bel hommage, encore une fois, que vous rendez aux Algériens donc, qui ont participé donc, à ces atrocités, hein, on va dire. D'autant plus que j'ai mon père, qui a eu la chance de s'en sortir, mais qui est monté jusqu'à Baden-Baden. Oui. Donc, attendez, vous savez, l'impôt du sang, c'est l'impôt le plus cher qu'on puisse payer. Hein. Voilà. Et donc, alors voilà. Donc là, il y a une autre chanson, vous avez dit? Oui, il y a une autre chanson. J'ai été invité à Aix-en-Provence où il y avait beaucoup de Allez-y, allez-y. Hein, il y a eu beaucoup de rapatriés, hein, et donc j'étais invité à chanter. Et puis en discutant, ça m'a donné l'idée de créer cette chanson qui s'appelle Yelil. Voilà, et donc vous allez nous interpréter cette chanson. On va peut-être finir avec. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, vous préférez, donc on reste sur Berkat Merlouf ou sur Marco des Deux Rives? Alors, Marco des Deux Rives. Allez, on va terminer en tant qu'artiste. Alors, on va rester sur Marco des Deux Rives. Merci beaucoup. Nous sommes chez nous, on est entre familles. Merci beaucoup donc d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, on se retrouvera demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Et on se quitte donc avec votre chanson. Merci. Merci. يليل 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 يليل